Bonjour, nous allons maintenant consacrer une petite heure à la crise des urgences à l'hôpital public. Elle a débuté il y a bientôt 2 mois, le 18 mars, tout près d'ici, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous la suivons depuis ses débuts parce que c'est un mouvement social assez inédit, aujourd'hui par son ampleur, mais dès le début par sa nature. Ce sont des infirmières et des infirmiers, des aides-soignantes et des aides-soignants de terrain, qui anime remarquablement ce mouvement de grève. Nous recevons aujourd'hui 3 de ces acteurs parisiens. Candice Lafarge, aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine, justement. Hugo Huon, infirmier à l'hôpital Lariboisière. Et nous recevons aussi un médecin, Maxime Gauthier, des urgences de Lariboisière. Car maintenant que le mouvement s'étend et se durcit, la question du positionnement des médecins est importante. Candice et Hugo, pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment ce mouvement est né? Au départ, je crois, il y a eu des actes de violence, c'est ça? Alors, le mouvement est né de l'hôpital Saint-Antoine suite à une succession de violences physiques à l'encontre des soignants. Plus particulièrement le 13 janvier où 3 de nos collègues se sont fait, excusez-moi du terme, défoncer par un patient à l'accueil. Ça a été l'agression de trop. De là, on a monté des revendications en local. Et on a été très vite rejoints par nos copains de Lariboisière, qui souffraient depuis un petit temps sur le terrain également, les collègues de la Salpêtrière, les collègues de Saint-Louis et les collègues de Tenon. Donc le collectif Interurgence a commencé à graviter autour de ces 5 premiers services d'urgence. Et on a commencé à construire des revendications communes et centrales, de façon à fédérer le maximum de services d'urgence dans la région Île-de-France et par la suite sur le national. Peut-être qu'on peut dire un mot de ces violences. C'est pas seulement les actes de violence. Enfin, il y a une explication derrière. Enfin, que vous avez peut-être Hugo en dire un mot. Oui. Alors d'abord, juste pour reprendre sur le collectif Interurgence, la coordination est nouvelle. C'est ça qui est vraiment différent des anciens mouvements. Mais la contestation, elle, n'est pas nouvelle. Enfin, quand on appelle les autres services d'urgence en France, on se rend compte que la plupart ont déjà eu des conflits sociaux par le passé et se sont heurtés au mépris de leur direction avec un rapport de force insuffisant. Donc la plupart des services, quand on les appelle, nous disent « Oh, maintenant il y a une coordination, il faut qu'on y aille, c'est le moment ou jamais, on augmente le rapport de force et on peut enfin être entendu ». Sur la question de la violence, il y a une violence ordinaire, donc d'insultes, de crachats, de passage aux mains, et une violence symbolique qui est plutôt sur l'absence de réponse dans les situations médico-sociales qui sont extrêmement complexes et de personnes pour lesquelles on ne répond pas aux problèmes de santé quand ils arrivent. Mais sur la question de l'agressivité, c'est évidemment lié au temps d'attente. Et au début du mouvement social, on nous a proposé notamment de renforcer la sécurité dans les locaux, la sécurisation des locaux et mettre des vigiles en plus au sein des urgences, ce qui est une réponse palliative, puisqu'on ne peut pas venir avec bouclier et casque pour travailler aux urgences, il faudrait juste pour ça réduire le temps d'attente. J'ai passé une nuit aux urgences et j'ai vu l'intensité de votre travail, l'attente de gens très différents, avec des problématiques médicales, sociales, etc. Expliquez-nous pourquoi la prise en charge peut aussi susciter de la violence. Parce que quand vous vous retrouvez dans un service d'urgence, dans un espace clos, avec X personnes au même endroit, la tension y est forcément présente. Je veux dire, un patient qui attend 5 heures avant de voir un médecin, déjà, il est complètement désarçonné d'être sur un brancard, il est complètement affaibli, il a tous ses codes sociaux qui en sont perturbés. Et le fait d'attendre sans savoir, parce que nous, on n'a pas le temps de les renseigner, fait monter l'agressivité. Maxime, vous êtes médecin à Lariboisière comme Hugo. C'est un service d'urgence qui est... où il y a énormément de passages, jusqu'à 300 par jour, qui est exposé à beaucoup de précarité. Il y a eu, je crois, un cocktail Molotov dans l'enceinte qui est tombé ces derniers mois. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, à votre place de médecin? Est-ce que vous vivez tout ça différemment des paramédicaux? Alors, on vit vraiment la même chose. Ça, c'est le message principal. On les soutient à 4400%. C'est des gens exceptionnels qui se donnent plus que la normale pour défendre leur métier. Et en effet, comme vous l'avez dit, à Lariboisière, qui est un service assez particulier, qui est entre la gare du Nord, à côté de Barbès, dans la rue de la salle de consommation à moindre risque, avec une population en effet précaire, dans un arrondissement qui est le plus dense de Paris. Un service qui n'est pas tout jeune, qui est dimensionné pour accueillir 160 patients par jour. On en accueille 220, 240 en moyenne, et ça monte en effet de plus en plus à 280, 300 par jour.
Et c'est vrai qu'il y avait cette impression qu'avant les urgences, c'était saturé avec la grippe et la canicule. Et en fait, maintenant, c'est constant. Et donc, la pression est constante. Et donc, aussi bien la violence que vivent les soignants est quotidienne, il y a aussi bien, il n'y a plus de temps de répit, comme il pouvait y avoir avant, sur des journées plus calmes ou des nuits plus douces, entre guillemets. Sur la question de la violence et de pourquoi est-ce qu'elle arrive, je rejoins complètement Candice et Hugo pour dire qu'il y a évidemment des situations qui seront source de violence, quelle que soit la structure et les soignants et le nombre de soignants, parce que c'est des gens psychiatriquement instables, en rupture de soins, comme encore aujourd'hui sur le terrain. Une dame qui arrive et qui est complètement agitée, qui est manifestement intoxiquée. C'est pas parce que les locaux sont plus beaux ou qu'il y a plus de soignants que ça se passera mieux. Ça, c'est la caricature du patient qui va être violent. Et encore une fois, les soignants, eux, sont en première ligne dans ce type de situation. Par contre, il y a énormément de situations qui pourraient être désamorcées parce que la première chose, si vous voulez, c'est l'inquiétude du patient quand il arrive, quel que soit le motif finalement. Parce que l'urgence, elle n'est pas que médicale, elle peut être sociale, comme le disait Candice. Quand vous arrivez, que vous avez juste une fracture de la cheville qui n'est pas quelque chose de gravissime, je veux dire, ces jours ne sont pas en danger, mais par contre, elle est en stage pour peut-être avoir un CDI ou un CDD derrière, et puis d'un coup, la personne ne pourra plus prendre sa voiture, et donc elle réfléchit un peu à savoir si elle va être plâtrée, comment sa vie va être impactée. Alors oui, d'un coup, sa vie est chamboulée, et même si ce n'est pas une urgence comme un infarctus, un AVC, un arrêt cardiaque, alors oui, ça peut la toucher, et donc forcément, si en plus vous ajoutez des locaux qui mettent les gens sous pression. Nous, c'est un bon laboratoire à la Riboisière. Vous arrivez, vous devez crier un petit peu pour parler aux soignants derrière une vitre de sécurité pour expliquer votre problème. Donc, il n'y a pas de secret médical. Ça crée déjà un mismatch. Enfin, vous voyez, c'est un problème de communication initiale. Ensuite, vous attendez sans trop savoir combien de temps vous allez attendre. Et puis, le temps passe et votre stress à vous, qui n'est peut-être pas forcément toujours adapté, il va faire que monter. Et donc là, l'acte de violence peut arriver facilement. Donc, il y a ce collectif qui se constitue, et en fait, vous commencez à vous parler. Ça a été assez nouveau aussi, ça, il y a 2 mois, le fait que vous rencontriez, que vous parliez de vos quotidiens et que ça soit les mêmes, et à Paris, et aussi en province, peut-être cette rencontre qui a eu lieu entre vous. Alors, oui, si c'est à moi de prendre la parole sur ce sujet-là. Donc, on a signé un pacte les 5 premiers en se disant on se met en grève ensemble, et dès la semaine d'après, il y avait déjà 22 services qui étaient en grève. Donc on s'est rencontrés au fur et à mesure, on a échangé et effectivement le constat est partagé et global dans tous les services d'urgence sur les mêmes problématiques d'effectifs, de locaux, d'agressivité et de baisse de la qualité de soins. On a du mal à répondre à une mission de service public. Donc c'était assez étonnant de constater que c'était la même situation, qu'on soit en métropole, dans des grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Enfin, c'est partout la même chose. Ouais. Et à la question de comment on s'est rencontrés, dans la mesure où on fait nos études tous ensemble dans les mêmes établissements, on garde contact après le diplôme pour savoir ce qu'on devient ou même parce qu'on est devenus amis. Et donc, les échanges sont beaucoup plus faciles. Donc, sur le comment on a réussi à avoir une prise de contact, c'est notre réseau interne, en fait. On se connaît tous. Okay. Et entre vous, je crois que vous êtes 30 à être vraiment actifs et vous êtes répartis les rôles, c'est ça? C'est Il y en a qui s'occupent de la communication. Est réparti en 3 gros groupes de travail. Donc, on a un groupe contenu qui se charge de la recherche et des textes. On a un groupe coordination qui se charge de rentrer en contact avec les autres services, la première prise de contact. Et le groupe communication qui se charge d'organiser des actions, qui se charge de la visibilité du mouvement lui-même. On va regarder le travail de Pierre-Michel Jean, qui est un photographe qui vous a suivi ces derniers jours, qui a suivi le collectif. Voilà, donc en fait, vous vous réunissez, c'est ça régulièrement? On se réunit 1 fois par semaine pour faire le point et le bilan du collectif. Bien évidemment, on est en lien avec chaque région. Donc chaque région a sur le même principe une réunion une semaine, de façon à faire remonter les informations et de décider du devenir semaine par semaine du collectif et également d'avoir une vision plus large sur quelques mois. Comment vous vous positionnez vis-à-vis des organisations syndicales? Eh bien, on a des bons rapports avec les organisations syndicales. C'est des gens grâce à qui on est là aujourd'hui, parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas être en grève sans une organisation syndicale. Et grâce à Sud Santé, CGT et FO, ils nous ont conseillé de nous mettre en statut associatif de façon à ce qu'on ait une légitimité pleine à négocier avec qui de droit.
Peut-être qu'il faut le dire, tous les membres du collectif ne sont pas syndiqués. Et je crois qu'ils sont, les syndicats sont dans un rôle de conseil, c'est ça. Mais vous prenez vos décisions vous-même. C'est ça, Hugo? Oui, oui, tout à fait. Les décisions sont prises en assemblée générale entre tous les participants qui sont des soignants de terrain et qui ne sont pas syndiqués. Les syndicats nous accompagnent. Après, il y a eu des discussions, notamment les syndicats, par définition, sont incorporatistes. C'est-à-dire que là, ils aimeraient, notamment sur la question de la revalorisation salariale, que ce soit pour l'ensemble des soignants. Ce que nous, on souhaite aussi, parce que juste le salaire des paramédicaux, dans sa globalité, est un scandale. Après, sur le terrain, on appelle les soignants à nous rejoindre et à rentrer en mouvement social aussi. Mais pour l'instant, malheureusement, ça ne vient pas. Ok. Oui, donc il y a eu un mouvement, une manifestation mardi, à l'appel de tous les services, et où il y a eu moins de monde que votre manifestation de jeudi dernier, à l'appel seulement des urgentistes. Donc le mouvement reste vraiment cantonné pour l'instant aux urgences. C'est bien ça. Le mouvement social est le plus présent aux urgences, mais parce qu'on fait aussi en sorte qu'il soit toujours visible. Ok. Combien de services sont en grève aujourd'hui? 101 à l'heure actuelle. Peut-être qu'on peut voir une carte des services en grève. Et vous avez aussi des contacts avec d'autres services, c'est ça? On a 100 et quelques services avec qui on est en contact, qui souhaitent également rejoindre ce mouvement inédit de paramédicaux en colère. Donc ça fait environ 200 sur 550, c'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça. Donc on approche du tiers. Oui, on peut dire qu'on est déjà à 20% de services en grève. Alors après, on sait qu'il y a des petits services d'urgence qui nous contactent en disant « Nous, nos relations avec la direction sont plutôt bonnes, on ne souhaite pas rentrer en grève, mais par contre, on trouve que votre mouvement est légitime et juste et on aimerait vous soutenir. Et comment est-ce qu'on pourrait le faire ?» Donc là, on leur conseille de participer aux mobilisations nationales, en région, devant les ARS, de prendre en photo sur les réseaux. Enfin, voilà, il y a d'autres techniques que de se mettre en grève pour apporter son soutien sur le mouvement des urgences. Et ça fait combien de personnes mobilisées en tout dans ces services d'urgence? Donc ça fait entre 80 et 120 effectifs par équipe, donc d'aides-soignants et d'infirmiers. Je ne suis pas la meilleure en calcul. Fois 100, ça fait du... Ouais, mais toutes les équipes n'ont pas 80 personnes. Donc on va dire quelques milliers de personnes. On reste sur des taux grévistes qui globalement sont aux 3/4 des effectifs. Et puis après, combien ça fait de paramédicaux exactement, je ne sais pas. Je pense que ça fait... En tout cas, sur le groupe des représentants nationaux, on est 90. Ok. Et juste un panorama des services les plus mobilisés. Donc, au départ, c'est la PHP, les hôpitaux de Paris. Et dans le reste de la France? Ça dépend des problématiques. Globalement, sur les régions, c'est plutôt les gros CHU, CHRU qui fédèrent petit à petit. Après, il y a des épiphénomènes, des localisations très précises qui sont des symboles, comme celui de Lons-le-Saunier. Ça dépend vraiment des régions. Ok. Donc, ce mouvement social qui a débuté mi-mars, il est resté un certain temps à bas bruit, jusqu'à une crise très dure aux urgences de Lons-le-Saunier, justement en Franche-Comté, qui est un hôpital, en plus, qui est l'hôpital socle d'une région où il y a eu beaucoup de fermetures de services et il y a une grosse pression sur les urgences. C'est une histoire qu'on a racontée aussi, où une deuxième ligne SMUR est en plus menacée pour des raisons d'économie. Donc ça fait 6 mois que ce service est en grève et a rejoint assez rapidement, je crois, le collectif Interurgence sur la question des conditions de travail. Et donc il y a eu le week-end de l'Ascension qui a été une rupture de l'équipe qui s'est retrouvée en majorité en arrêt maladie avec manifestement l'ARS et la direction qui ont paniqué et qui ont réquisitionné les soignants, y compris la nuit par la police chez eux, ce qui a été vécu très durement. Et les arrêts maladie ont suivi aussi à la Riboisière chez vous et puis à Saint-Antoine et aujourd'hui à Saint-André à Bordeaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces arrêts maladie? Enfin, comment vous les expliquez? Qu'est-ce qu'ils signifient? On vous reproche qu'ils soient de circonstance. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, par rapport à l'intervention de Mme Buzyn, la première, sur le fait que ça occasionne une surcharge de travail pour les autres et les régulations, pompiers, ambulances, etc. La surcharge de travail, elle est permanente et c'est plutôt l'organisation des soins, la politique de santé globale qui l'a fait au jour le jour. Moi, ça fait 5 ans que je suis infirmier aux urgences de la Riboisière. Je n'ai pas vu une seule fois la médecine du travail en 5 ans.
des collègues, ça fait 10 ans, ils ne l'ont pas vu non plus, alors que la seule disposition légale de nuit, c'est pas d'être payé plus, mais d'avoir un suivi médical particulier. C'est pas respecté dans la fonction publique. J'ai 2 collègues, là, cette année, qui ont des cas de tuberculose pulmonaire sévère, dont une qui s'est fait drainer dans le service, qui avait 1 litre d'épanchement pleural, et sur son lit, en partant pour la réanimation, l'encadrement lui demande combien de temps est-ce qu'elle va être mise en arrêt. De la même façon, quand au mois de janvier, j'ai une autre collègue s'est fait étrangler, porter à bout de bras et stranguler, le management encore demande à la personne si elle veut voir un psychologue parce que ça lui éviterait peut-être de se mettre en arrêt maladie. Et ça, c'est pas jeter la pierre sur l'encadrement. Ils ont aussi leurs pressions qui sont monstrueuses parce que les effectifs sont constants et insuffisants. Donc la question de l'arrêt maladie, on peut, sur l'acte de contestation ou non, ce qu'on ne peut pas nier, et c'est ce que dit l'Observatoire Santé au Travail, c'est que la souffrance des soignants, ça fait partie c'est la profession la plus exposée au risque de l'ensemble des jobs. Okay. Votre regard d'être soignante et ensuite de médecin sur... Je pense qu'à force d'avoir tiré la corde sur les soignants depuis quelques années, où sur le terrain, on dit qu'on n'en peut plus, qu'on est la première porte de l'hôpital, on est les premiers soignants à se prendre en pleine face cette réalité. On est fatigué psychologiquement, donc il y a effectivement des burn-out qui sont réguliers dans nos services d'urgence. Il y a aussi une fatigue chronique physique. Quand vous êtes aide-soignant, on vous demande de brancarder avec des brancards qui sont, excusez-moi, mais complètement pourris, où le brancard ne roule même pas droit. On se plie le dos en 4, on n'est pas assez sur le terrain, donc on fait de la manutention tout seul de patients, sans avoir de matériel pour pouvoir s'en sortir au mieux. Le soignant est fatigué, le soignant est épuisé. C'est pas nouveau, c'est une réalité de terrain. Et aujourd'hui, on nous accuse de dévoiement parce qu'on est en arrêt maladie et qu'on est plusieurs à l'être. Enfin, il faut savoir qu'un arrêt maladie, c'est un acte médical. C'est le médecin qui nous l'accorde. Donc ça veut dire que, par le biais de Madame Buzyn, si on en reprend ce qu'elle a dit, elle remet en cause la médecine de la personne qui nous a arrêtés. Et c'est tout simplement dégueulasse. Votre regard de médecin, Maxime, sur ces arrêts de travail, parce que l'équipe de nuit de la Riboisière, dont je crois qu'Hugo, en avez fait partie, s'est arrêtée assez collectivement, s'est mis en arrêt maladie assez collectivement. Donc quel regard vous portez là-dessus ? Écoutez, moi j'étais présent quand ils sont mis en arrêt maladie. Encore une fois, je les soutiens. Évidemment qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, et évidemment qu'après plus de 2 mois de mobilisation, de grève, où ils ne sont pas écoutés, où les seules réponses de la ministre, c'est que le problème, c'est juste la sécurité, ou alors que le problème, c'est pas les conditions de travail. Il suffit d'écouter Candice, Hugo, 2 secondes. Et encore une fois, on vit le même quotidien. Ensuite, on nous explique qu'il n'y a pas de solution miracle. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Il y a de plus en plus de services en grève. Il y en a 80 quand ils se mettent en arrêt maladie. Le problème, si vous voulez, il est double. Le premier problème, c'est que quand on prend la parole dès le lendemain, quand on est ministre, et que 40 journalistes nous appellent savoir ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'était ce qu'il fallait faire pour faire réagir à un moment donné aussi bien le gouvernement que les journalistes, que la société. La deuxième chose, c'est quand on prend la parole pour dire que c'est dévoyé ce que c'est qu'un arrêt maladie, alors qu'ils sont tous épuisés, ils donnent plus, c'est un engagement moral et physique, je veux dire, c'est exceptionnel, quoi. Il faut voir ça, c'est des soignants qui sont fatigués de soigner, c'est lamentable. Et encore une fois, ils ont 10 mois ou 3 ans d'études, ils gagnent 1 700 € par mois. Les perspectives d'évolution professionnelle, on en parlait avec Candice, c'est pas fou. C'est des gens qui défendent un des 3 piliers éducation, santé, justice de la société, quoi. Donc c'est inadmissible de prendre la parole et de dire ça. La deuxième chose, je reviens juste là-dessus parce que moi ça me rend complètement malade, ils ont reçu très très tôt des convocations pour des contrôles de leur arrêt maladie, a posteriori de l'arrêt, alors que chaque arrêt était motivé par un motif ou un autre, mais bref, encore une fois, comme a dit Candice, prescrit par un médecin. Ils reçoivent un texto, puis un courrier recommandé. Finalement, c'est une boîte privée, il y a une annulation du contrôle. 48 heures après, une nouvelle convocation, et cette fois par la direction, enfin par la médecine du travail, donc on se doute bien que Martin Hirsch n'a pas été content de ce mouvement. Et une relance de ce contrôle 48 heures après encore. Ils sont déjà, franchement, c'est pas pour embêter Hugo, mais je le vois qu'il est fatigué. Encore une fois, ce que j'ai dit hier, je le dirai toujours, si j'avais pu les arrêter plus tôt, je les aurais arrêtés plus tôt. Sauf que quand on est médecin dans le service, on n'a pas le droit d'arrêter ses propres collègues. Ça, c'est insupportable. C'est des gens jeunes qui se motivent et qui se dépassent parce que, comme ils vous l'ont dit, à la RIB l'année dernière, donc à la Riboisière l'année dernière, quand ça a vraiment commencé à craquer, et qui se sont mobilisés, qu'ils ont pris, parce que vous les voyez, ils travaillent de nuit, mais ils sont là de jour pour parler, ils sont là de jour pour s'organiser. L'équipe de nuit qui a été vraiment le pivot de l'histoire l'année dernière, où ils ont proposé, ils ont même fait un texte avec des scénarios de recommandations pour faire évoluer le service. Quel poste il faut, comment former, comment attirer, comment sécuriser. Ils ont fait le travail un peu de leur encadrement et de la direction.
À ce travail-là, on leur a répondu, écoutez, pas mal, donc finalement, ça a été un peu plus loin. Ça a permis d'expliquer un petit peu, après l'enquête du décès, quel était le travail de l'hôpital, mais c'était le travail qui était proposé par les soignants, quoi. C'est eux qui avaient fait le travail. Ils s'étaient saisis du truc parce qu'ils se rendaient bien compte que peut-être leur encadrement était dépassé, que ce n'était pas de leur faute, peut-être la direction n'avait pas les moyens, mais que eux, collectivement, encore une fois, avec une structuration qui est remarquable. Franchement, nous, on a 10 ans d'études, on gagne 5 000 par mois, on a 9 semaines de vacances, on a un statut, on est invité, etc. C'est super, on est trop contents. Mais eux, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions. C'est pour ça qu'au départ, on est resté en retrait. Ils nous ont demandé de rester en retrait parce que on n'a pas la même, on n'a pas la même vie, quoi. On n'a pas les mêmes droits, même j'ai envie de vous dire les mêmes droits. Enfin, on n'est pas écouté de la même façon à l'hôpital. Et d'un coup, ces gens-là font le travail, ils sont devant, ils montrent un peu le chemin pour les médecins, pour comment se structurer finalement, parce que du coup, nous, on se dit, tiens, comment est-ce qu'ils ont fait ? Ça pourrait être cool de faire comme eux, parce qu'en effet, il faut qu'on porte notre voix aussi. Et encore une fois, on a un travail d'équipe. Nous, on est 200 à la RIP. Je pense qu'il y a 200 sympathisants, si vous voulez. On n'est pas là pour diviser les gens, pour dire, eux, ils sont en retrait, machin. Non, on est tous en équipe. Sauf qu'au départ, il fallait porter des revendications qui étaient paramédicales. Donc, se mettre en arrêt maladie, mais évidemment. Et puis, l'histoire dira que, évidemment, s'il ne l'avait pas fait, ça n'aurait pas bougé. Il n'y a pas eu de mise en danger de patient. J'étais là, je veux dire, ça fait 5 ans que je suis à la Riboisière. Comme le dit Hugo, la mise en danger, elle est permanente, quoi. Quand cet hiver, on arrive et qu'il y a 50 patients à voir et que les soignants sont en danger parce qu'ils partent la boule au ventre. Il y avait un papa qui disait ça à la radio l'autre fois parce que sa fille a fait l'école d'infirmière et puis ça fait 2 ans qu'elle est à l'hôpital public et il est un peu déçu parce qu'il pensait que ça serait mieux finalement ce métier de soignant. Ils sortent, ils ont les risques psychosociaux les plus forts, ils se mettent en arrêt maladie. Je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Et donc, ils se mettent en arrêt maladie pour dire au bout de 2 mois, on ne nous a pas écoutés. Et après, on les culpabilise parce qu'on dit que c'est dévoyé un arrêt maladie. Et après, on les contrôle, on annule le contrôle et on les recontrôle. Et on les a eu au téléphone, ceux qui sont contrôlés. C'est j'ai un peu peur quand même, je ne sais pas trop, finalement, je ne me rends pas compte. C'est inacceptable, c'est insupportable. On va lancer on va écouter Agnès Buzyn qui a réagi. Donc, la Riboisière se mettait en grève lundi soir d'il y a 10 jours. Et mardi matin sur France Inter, Agnès Buzyn réagit, on va l'écouter. Oui, moi je pense qu'il y a évidemment une très grosse fatigue des personnels aux urgences. Je l'entends, j'y travaille puisque la loi passe au Sénat et elle vise justement à améliorer la situation pour les urgences en structurant et en permettant à chacun d'être soigné en fonction du degré de gravité de la pathologie qu'il a. Donc j'y travaille. Par ailleurs, ce qui s'est passé aux urgences de la Riboisière est assez inédit, c'est-à-dire qu'en général, les soignants viennent quand même soigner avec un brassard, parce que nous savons que la continuité des soins... Oui, là, ils se sont mis en arrêt maladie. Ça, je pense que c'est dévoyer ce qu'est un arrêt maladie. Je pense que c'est quoi, c'est pas acceptable, vous dites, ce Non, matin ? je pense que ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien parce que ça, en fait, ça accroît la surcharge, ça entraîne une surcharge de travail pour les autres, pour les pompiers. Nous l'avons vu à Lons-le-Saunier, ce sont les ambulanciers, ce sont les pompiers, ce sont la médecine privée, les médecins libéraux qui ont pris en charge tous les patients. Et donc, en réalité, en faisant cela, on accroît la fatigue des autres. Donc ce n'est pas bien, Hugo. Oui, alors depuis le début du conflit, chaque intervention qu'elle a faite était... discutable. La première, c'était en disant c'est un problème d'organisation, alors que aujourd'hui on est plus d'une centaine de services en grève, donc c'est bien global. La seconde, ici, on s'est déjà exprimé sur la surcharge de travail. Moi, j'aimerais rebondir sur le côté, d'habitude, ils se mettent un brassard, etc. La profession soignante, c'est majoritairement une profession féminine, et c'est probablement pour ça que les salaires sont aussi bas à l'heure actuelle. Encore une inégalité de genre. Et par ailleurs, l'aspect vocationnel de dire, en fait, les soignants, ils sont bien mignons, ils font leur petit mouvement de contestation sociale, mais finalement, ils vont retourner au chevet du patient bien gentiment par la suite. Et non, il faut casser cette image de bonne sœur. On a un travail, comme tout travail, qui mérite de bonnes conditions, donc de bonnes conditions de travail, des conditions acceptables, et un salaire raisonné par rapport aux risques qui sont pris à l'heure actuelle. Et encore lundi soir, Agnès Buzyn s'exprimait sur le conflit social, en disant que en fait, ce que nous, on voulait, ce qui était à l'origine du mouvement de contestation, c'était de l'argent. Donc, dans une espèce d'optique vénale.
Alors déjà, ce n'est pas un tabou de pouvoir dire, même chez les soignants, qu'on n'est pas assez payé, qu'il faut l'être plus, ça c'est sûr. Même si au début, moi-même, ça me paraissait un peu incongru, parce que ce n'est pas dans notre ADN de demander plus d'argent. Mais en fait, plus on y pense, plus on se dit, mais c'est normal, il faut le faire. Et par ailleurs, en fait, la plupart des gens qui sont à l'issue de ce mouvement, au moment où les primes tomberont, probablement qu'ils seront déjà partis des urgences. On ne le fait même pas pour nous, on le fait pour la génération d'après, pour pas qu'ils vivent ce que nous on a vécu et pour qu'ils puissent rester en poste plus longtemps, pour améliorer l'attractivité. Voilà. Il faut dire un mot de vos revendications. Quand vous êtes constitué en collectif, en association avec tous les services d'urgence, vous avez posé 3 revendications communes à tous les services d'urgence qui sont mobilisés. Ouais, les 3 premières revendications étaient donc les effectifs à effet immédiat. On demandait également des moyens techniques, donc que les locaux soient de nouveau sécurisés, parce qu'ils ne le sont pas, c'est des halls de gare, on rentre et on sort comme on a envie. Et la 3e revendication était la revalorisation de la spécificité du travail aux urgences, ce qui n'est pas dénué de sens quand vous êtes effectivement cette première porte d'entrée et que vous prenez ce jet humain en permanence, où vous côtoyez le risque infectieux, le risque psychiatrique, toute la bobologie, ce tout venant en fait dont on ne connaît pas la pathologie première, c'est complètement justifié de demander une revalorisation salariale. Je veux dire, à 1 500 € net par mois, je défie toute personne de venir mettre une blouse et de travailler avec nous dans nos services d'urgence. C'est des métiers qui font plus rêver. Comme le disait Hugo tout à l'heure, voilà, jusqu'à présent, on était bien mignons, on se faisait cracher dessus, insulter, griffer, taper. On est des gens humbles, on prenait ça pour nous sous couvert de notre métier. Aujourd'hui, stop, c'est plus possible. Ça devient trop difficile de travailler aux urgences. Maintenant, on aime ce qu'on fait. On n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas. On n'est pas dans une contestation énorme. Mais on veut juste recentrer le débat et remettre la place du soignant et du patient dans nos services d'urgence. Okay. Vous avez une revendication sur les lits d'aval. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Et aussi des 2 analyses des problèmes des urgences. Il y a une analyse où le problème, c'est l'afflux des patients, notamment en raison de la désorganisation de la médecine de ville. Et la 2e explication qui est la fermeture des lits d'hôpitaux et le fait qu'on n'arrive plus à hospitaliser les patients des urgences. Et donc, ils stagnent et ça vous fait en plus du travail, quoi. Et là-dessus, encore une fois, le problème, si vous voulez, la situation n'est pas nouvelle, quoi. Donc, c'est ce qu'on expliquait hier, on ne va pas rendre responsable le gouvernement de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Et en effet, les urgences, c'est un bon marqueur de la société et du système de santé parce qu'il est pris entre la médecine de ville où un médecin s'est inscrit au Conseil de l'ordre de la ville de Paris en 2017 et les structures d'aval où on a perdu 100 000 lits en France en 20 ans. Parce qu'on nous a parlé d'un virage ambulatoire qui serait très vertueux. Parce que le virage ambulatoire, c'est de dire on va supprimer des lits dans les unités d'hospitalisation conventionnelles pour faire des structures où finalement vous allez passer très rapidement en arrivant le matin très tôt à jeun et en partant le soir sur des petites interventions comme la gestion d'une appendicite par exemple. Alors déjà, ça met une pression monstrueuse sur les équipes parce qu'il ne faut pas que le problème soit en effet autocentré. Le problème, il n'est pas que des urgences, c'est juste qu'on a un bon marqueur. Donc quand on dit qu'on est en train de craquer, il faut bien l'écouter. Mais un virage ambulatoire, c'est dire vous mettez des patients plus légers sur des structures qui vont traiter rapidement les soignants, mais avec une grosse rotation. Donc ça veut dire une grosse charge aussi sur les soignants. Et ça veut dire que les patients les plus lourds vont rester dans les lits restants. Et en même temps, les quotas de nombre de patients par soignant ont évolué ces dernières années. Pour dire que maintenant, on est plutôt à 12 ou 13 patient par infirmière, par exemple, qui doit faire son tour. Donc en même temps, vous avez les soignants, infirmiers et soignants qui doivent courir toute la journée pour en effet le brancard cassé, pas avoir le temps juste d'être humain. Et c'est ce qu'ils disent, on veut juste les moyens d'être humain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, dans leur journée, parce qu'ils travaillent soit en 7h30, soit en 12h, ils arrivent sur un bloc de travail où en fait ils doivent être techniques, gérer, dépister, surveiller, écouter, rassurer, soigner, mettre un bassin. Enfin, c'est une cadence assez infernale. Et c'est un rythme qui est vécu par beaucoup de structures d'urgence. En effet, chaque structure a ses problèmes locaux. Mais quand même, quand vous écoutez les soignants, ils vous disent là, ma journée, je ne l'ai pas vu passer, mais j'ai eu l'impression de faire pas très bien la plupart des choses que j'ai faites. Et surtout, je n'ai pas eu l'impression d'avoir le temps d'être humain. Et quand ça commence à se calmer vers 4-5 heures du matin, et que d'un coup, on peut écouter une personne ou discuter, juste savoir d'où elle vient, etc., tout d'un coup, la pression va retomber et il y a quelque chose de vraiment gratifiant. Donc, cette difficulté de la médecine d'amont et de la médecine d'aval, le problème est connu. Le rapport du professeur Carly, qui est missionné par Madame la ministre, il date de 2013, ça fait 6 ans. Je l'ai relu avant-hier. Il y a tous les éléments.
Et encore une fois, en 2013, les éléments étaient déjà connus d'avant. Le premier rapport qui structure la médecine d'urgence, c'est le rapport Steg. Steg, c'est les années 90. Donc le référentiel pour dire qu'il faut un tel nombre de soignants par un tel nombre de passages, c'est 2011, ça fait 8 ans. Donc la vraie difficulté, c'est que les soignants font monter une souffrance qui croît chaque année un petit peu plus, alors que finalement, les constats, les enquêtes, les chiffres, je veux dire, tout est disponible, quoi. Il suffit d'aller sur Internet. En plus, c'est des rapports gouvernementaux. Les sociétés d'urgence les ont repris. Donc, tout est disponible, quoi. Donc, ce qu'ils disent, eux, c'est la réalité de terrain, c'est leur souffrance. Et elle est connue de tous les ministères successifs sans que, finalement, il y ait eu vraiment de levier important. Et en effet, peut-être que il y a des gens qui viennent pour rien. Alors ça, c'est peut-être, selon les chiffres, 15 à 20% des gens qui viennent pour rien. Mais ce n'est pas vraiment qu'ils viennent pour rien, parce qu'on vous le disait en préambule, l'urgence, elle n'est pas que médicale, elle peut être sociale. Vous êtes archi stressé, vous n'avez pas aussi bien le niveau social que culturel pour comprendre ce qui vous arrive. Vous venez, et ok, moi, ça me prend 2 minutes de réorienter un patient. Et lui dire, écoutez, ce n'est pas très grave, je vous renvoie. Mais je vous renvoie vers où? Le député Véran, lui, a fait voter, a proposé... quelque chose qui était de payer les hôpitaux pour rediriger les patients. Ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qui nous prend vraiment du temps, c'est de ne pas avoir les soignants qu'il faut pour pouvoir soulager les gens. Et c'est aussi d'avoir des gens qui traînent sur des brancards. Comme ce matin, quand j'arrive et que je prends ma journée, 18 heures sur un brancard. 18 heures pour une arthrite de genou. Et donc forcément, cette personne qui reste sur un brancard déjà a plus mal que sur un vrai lit, parce qu'on sait que ça fait des escarres déjà au bout de 6 heures d'attente. Donc on peut se poser la question de la maltraitance aux urgences. Et c'est une charge de travail en plus pour le soignant qui doit s'occuper de celui qui reste longtemps et de ceux qui arrivent derrière, en étant sûr qu'il n'y a pas une perte de chance pour celui qui reste sur un brancard, alors que c'est lui qui a forcément un vrai problème parce qu'il reste hospitalisé. On a parlé de cette étude dans les annales des urgences qui montre bien que ce sont les personnes âgées les plus graves qui attendent sur des brancards. Peut-être qu'on peut dire un mot de ce qui s'est passé à la Lariboisière cet hiver, qui est quand même l'angoisse de tous les services d'urgence, cette femme retrouvée morte sur un brancard. Oui, alors ce qui s'est passé à la Lariboisière cet hiver, qui est assez finalement fréquent dans les services d'urgence, mais qui n'a pas souvent le même écho. En fait, on s'est rendu compte que c'était un problème de salle d'attente. La Lariboisière, encore une fois, les locaux sont trop petits, avec des patients trop nombreux, et où se mélangent des gens sous, des gens malades, des gens traumatisés, des SDF. Il y a de tout. Il y a les accompagnants. Enfin, voilà. Donc on a une salle d'attente qui est beaucoup trop exiguë, avec une pression qui monte graduellement au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du nombre de passages. Et donc une salle d'attente qui est peu praticable, en fait. C'est-à-dire que les soignants, souvent, évitent d'y aller parce qu'ils se font interpeller en permanence, alors qu'ils sont déjà sous pression et qu'ils n'ont pas le temps de répondre à toutes les demandes. Donc là, sur le cas de la Lariboisière, ça s'est amélioré, puisqu'à l'issue du décès, il y a une personne maintenant qui est embauchée pour s'occuper de la salle d'attente et répondre aux questions des patients. Mais ce cas est emblématique de la saturation des urgences. Et ce qui est le plus dommageable pour le collectif Interurgence ou dans le mouvement social en cours, c'est que quand on communique sur les difficultés des services d'urgence, on parle vraiment de vie humaine et de gens qui meurent en bout de course. Donc entendre le gouvernement contre-communiquer ou faire la communication de surface en disant « tout va bien, le système de santé marche bien, etc. », c'est pas vrai. Alors, on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays en Europe où les gens vont aux urgences, ils savent qu'ils vont attendre 12, 13, 14 heures, c'est le public, ils le savent, c'est normal. En France, ce n'est pas le cas. En France, dès que les patients arrivent, ils s'attendent à ce qu'ils soient pris directement en charge. On peut se dire, le gouvernement pourrait avoir le courage de communiquer en disant on a un système de santé au rabais, inefficace, mais on l'assume et c'est comme ça. Plutôt que de continuer à communiquer sur un système de santé performant, auquel cas il faudrait mettre davantage de moyens pour qu'il le soit vraiment. Disons un mot des annonces qu'a faites Agnès Buzyn jeudi dernier, donc devant le congrès des urgentistes, sur la forme et sur le fond. Peut-être. Candy, sur la forme, peut-être le fait d'aller parler aux urgentistes pendant que vous étiez devant le ministère de la Santé. On a remarqué que Mme Buzyn, au niveau de sa communication, se focalisait sur les urgentistes. Il serait temps que Mme Buzyn comprenne que le mouvement actuel social, donc le collectif Interurgence, ce sont des aides-soignants et des infirmiers. Déjà, si on recentrait le débat, ce serait peut-être bien. Qu'elle fasse une super allocution à ce fameux congrès était une très bonne idée pour rassembler les médecins. Mais encore une fois, elle ne répond pas à la demande des paramédicaux. C'est-à-dire qu'elle nous fait des belles allocutions à la télé, devant les médecins, mais elle ne répond pas à nos questions. Donc encore une fois, c'est du mépris. Encore une fois, elle est à côté de la plaque.
Et encore une fois, elle nous prouve que dans sa communication, elle n'est pas si performante. Elle ne répond pas aux questions. Et comme disait Maxime, c'est des études qui ont déjà été faites. Il y a des réponses à nos questions, notamment sur des rapports de 2013. Pourquoi Mme Buzyn ne s'en sert pas et les met pas en pratique à l'heure d'aujourd'hui? Moi, je trouve qu'on subit un gros mépris de la ministre de la Santé. On discute avec son chef de cabinet, M. Bubien, on en est à la deuxième rencontre. Mais c'est encore trop insuffisant. La principale concernée, on aimerait bien l'avoir en face. Sur le fond, Hugo, je crois. Oui, alors sur le fond, sur les mesures annoncées au Congrès, il y a quoi? Il y a des coups de peinture mis dans les urgences pour les rénover. Ça, c'est la première chose. Bon, c'est nécessaire dans beaucoup de services, je pense, parce que le parc immobilier hospitalier est vraiment vétuste la plupart du temps, et pas que dans les services d'urgence. Ensuite, il y a des enveloppes fléchées pour le plan estival. Donc, ça rejoint aussi cette communication médiatique sur les urgences, c'est la grippe l'hiver et la canicule l'été. Non, comme disait Maxime au début, les périodes de respiration au sein des urgences ont disparu et la suractivité, c'est en permanence. Donc, toujours est-il que l'été, effectivement, il y a des services d'aval qui ferment parce que les gens prennent leurs vacances, simplement. Et donc, elle va essayer de donner des crédits supplémentaires pour pallier à la fermeture des services d'aval. Sauf que la réunion qui doit décider de tout ça, elle se déroule le 15 juin de mémoire avec les ARS pour centraliser un peu, faire le point sur le capacitaire, sur la quantité de lits qui restera disponible pour l'été. En l'occurrence, le 15 juin, c'est un peu tard parce que les services ont déjà commencé à fermer. Donc, ça devrait être un peu mieux que les années d'avant, mais certainement pas suffisant. Ensuite, donc, il y a cette fameuse mission nationale auquel on participe et qui commence vendredi. Auquel vous serez associé pour la première fois. Vous êtes combien de paramédicaux et combien de médecins dans cette mission? Alors, la réunion qui a vendredi, on est une trentaine et il y a toutes les organisations professionnelles, donc SAMU Urgence de France, la MUF, la SFMU, un peu une collégialité des grands pontes des urgences. Et le collectif Interurgence est présent avec 2 personnes qui iront. C'est une façon de... Ouais, 30 médecins. Ouais, grosso modo, ça doit être ça. C'est une forme de reconnaissance de l'activité et puis du statut de lanceur d'alerte qu'on a pu avoir. Après, sous réserve de ne pas servir que de prête-nom au sein de ce mouvement et que ce ne soit pas fait juste pour calmer le mouvement social en cours. Parce qu'il y a aussi des enjeux j'aime pas dire ça, mais il y a des enjeux de classe à travers cette lutte et l'exemple de la crise des urgences entre médecins et paramédicaux. Et pas seulement, c'est-à-dire que les médecins qui seront là, c'est des médecins qui sont chefs de service, voilà, qui ont l'habitude de s'exprimer, qui ont des solutions, qui ont déjà réfléchi à beaucoup de choses. Et eux-mêmes ne sont pas forcément représentatifs par rapport aux médecins de terrain qui sont tous les jours en garde et ainsi de suite. Et pour les paramédicaux, les solutions sont peut-être aussi différentes. Et donc on verra à l'issue des discussions ce que ça va donner. Et donc cette mission-là, elle doit se finir fin novembre. Et en fonction de ça, il y aura une feuille de route avec des moyens qui seront associés. Et évidemment, je pense que prendre le temps de la réflexion pour l'avoir, même si, comme disait Maxime, tous les chiffres, on les a déjà, c'est bien que les acteurs puissent se réunir, discuter, en associant évidemment la médecine de ville et évidemment les pompiers, avec qui les rapports ne sont pas toujours les plus simples par rapport à la régulation du SAMU, et d'autres intervenants, la psychiatrie, le médico-social. Il faut qu'on réinjecte du social là-dedans, parce que c'est une problématique centrale aux urgences. Donc ça, c'est sur la mission nationale. On verra ce que ça donne. Et pour le reste, c'était sur les revendications salariales qui sont insuffisantes ou clivantes, en tout cas qui ne répondent pas du tout aux enjeux d'attractivité qu'on décrit à l'heure actuelle. Ok. Maxime, peut-être dire un mot des médecins qui sont très silencieux quand même sur ce mouvement, alors que les revendications portées recoupent plein de choses qu'on lit souvent dans plein de tribunes. Oui, alors c'est une bonne question. Hein. Je vous avouerai qu'il y a peut-être plusieurs éléments de réponse. La première, c'est qu'il y a un soutien quand même qui est assez massif. L'ensemble des médecins avec lesquels je peux travailler ou interagir sont en soutien du mouvement. La deuxième chose qui est vraie aussi, c'est que le collectif Interurgence nous a demandé d'être en retrait au départ, puisque la question s'était posée de s'associer au départ. Et il est vrai que l'idée de porter des revendications paramédicales dans ce côté un peu lutte des classes, elle est réelle, la lutte des classes. On ne nous écoute pas de la même façon quand on est médecin, on ne nous invite pas de la même façon sur les plateaux télé, on ne gagne pas le même salaire, notre salaire n'évolue pas de la même façon au fil des ans, on n'a pas les mêmes perspectives de carrière. Enfin, vous voyez, donc nous, finalement, on pourrait être payé 2 fois plus pour ce qu'on fait parce qu'on travaille avec la vie des gens au quotidien et on est nous aussi exposés aux risques psychosociaux et il faut aussi qu'on défende notre métier. Et c'était un beau message que vous a passé Candice, c'est qu'on adore notre métier, quoi. Ça, y a pas de souci. Hein. C'est un très beau métier qui a beaucoup évolué en 30 ans. Et pourquoi est-ce que les médecins ne parlent pas beaucoup? Alors peut-être qu'il y a plusieurs réponses aussi. Sur la culture de la communication des médecins, je pense que ce n'est pas évident parce que quand vous arrivez sur le terrain, aux urgences, quand c'est votre premier poste, vous avez 28-30 ans et c'est un métier qui est quand même assez compliqué.
parce qu'il y a beaucoup de défis. Il y a un défi de connaître un peu toutes les pathologies, les défis techniques, savoir faire une ponction lombaire, intuber un patient. Il faut aussi savoir faire de la pédagogie parce que vous formez un interne, donc un étudiant en médecine de 6 ans et plus, enfin de 6e année et plus. Vous gérez un peu une équipe, il y a un poids qui est assez lourd. Et en plus, il faut concilier votre vie professionnelle avec votre vie personnelle. Et en plus, il y a aussi quelques petits leviers de pression. C'est pas si simple en fait de parler ou de se sentir légitime parce qu'on a l'impression d'être un médecin de terrain et de ne pas avoir fait de sciences ou quoi. Donc il y a aussi un petit clivage quand même. C'est pas pour diviser, mais c'est vrai qu'on ne vit pas la même réalité quand on est universitaire, professeur, chef de service, etc. et quand on est médecin 100% de terrain. Donc il y a peut-être une culture à développer et je pense que c'est important. Moi j'essaie d'inciter tous mes collègues à parler parce que c'est important que le message soit passé et nationalement. Je pense qu'il faut vraiment insister sur ce soutien à nos soignants parce qu'on vit le même travail, quoi. Avec peut-être plus de chance, encore une fois, sur plein de choses, des inégalités qui sont vraiment, vraiment différentes. Mais je pense qu'il y a eu aussi un temps où il y a eu un temps un peu d'observation où on s'est dit peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va prendre. Et puis les semaines passant et le silence du gouvernement, je veux dire, si seulement ils avaient reçu une délégation de 5 ou 6 personnes dans le premier mois pour dire OK, on n'a peut-être pas pris la mesure de la difficulté. OK, c'est les européennes, on ne peut pas trop parler, mais on va quand même vous recevoir. OK, il y a peut-être des pistes un peu plus rapides que Ma Santé 2022, donc ça veut dire accepter des morts évitables, accepter des départs de soignants de leur métier, qui l'auraient peut-être fait pendant 10 ans, puis ils vont le faire au bout de 3 ans parce qu'ils seront lessivés. S'il y avait eu, à mon avis, cette réceptivité auprès du ministère, ça aurait été différent. Maintenant, je pense qu'il y a aussi là un vrai shift avec ce mouvement qui prend une ampleur encore plus importante. Je pense que le moment, il est vraiment historique. Donc, s'il y a un appel à faire, je pense, en termes de soutien et de présence médicale, c'est qu'il faut vraiment être présent et les soutenir. Maintenant, dernier petit point, si on commence à rentrer dans la danse et que finalement, vous voyez, les patrons de société, les patrons de syndicats, etc., je pense que c'est des gens qu'il faut remercier parce qu'ils ont structuré notre médecine d'urgence. Ils l'ont fait progresser, ils l'ont fait avancer, ils ont fait plein de choses. C'est devenu une spécialité de la médecine d'urgence, ça porte à débat, mais il faut, si on fait que de critiquer les gens, je pense qu'on ne va pas être écouté et on ne sera pas crédible, quoi. Donc il y a peut-être des gens qui auraient dû parler, il y a peut-être des gens qui auraient dû prendre la mesure du mouvement plus tôt, mais c'est peut-être aussi des gens qui ont donné beaucoup pour le métier avant et il faut savoir le respecter. Maintenant, si les médecins rentrent dans le jeu et que on est plus écouté et que finalement les revendications paramédicales sont mises un peu de côté parce que le salaire n'augmente pas. Et encore une fois, est-ce que c'est juste une question de prime quand la ministre les tacle là-dessus lundi soir? Oui, en fait, on ne peut pas gagner 1 500 € par mois quand on est en première ligne sur la santé des Français, de 25 millions de Français par an. Ça, c'est pas possible, en fait. Surtout quand Candice en parle, moi, je peux vous dire qu'elle a 4000% raison et qu'en plus, on peut dire que les risques, c'est au-delà de l'infection, etc. C'est le risque personnel, c'est tous les risques psychosociaux d'être en épuisement professionnel, quoi. Et ça, c'est Pierre-André Juvin, le sociologue du CNRS, qui le raconte bien dans son bouquin. Enfin, il n'est pas le seul à l'avoir écrit, je crois, mais, et sur Mediapart aussi. Mais donc on sait que les soignants à l'hôpital public sont les plus exposés. Donc, il faut que les médecins rentrent dans la danse, il faut que les médecins soutiennent, il faut que les médecins, tout ce que vous voulez, mais il faut vraiment faire attention à ce que leurs revendications arrivent à leur terme. Okay. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je vous souhaite aussi du courage, parce que c'est pas facile de mener un mouvement de grève comme celui-là pendant aussi longtemps. On va rester sur Mediapart Live. Edoui Plenel et d'autres journalistes de la rédaction vont recevoir sur un même plateau La Gauche dans toute sa diversité. Restez avec nous jusqu'à 20h30 et d'ici là, on vous laisse avec une émission consacrée à l'Inde après les élections. Voilà.